Eh bien voilà, nous sommes en direct à nouveau. Et comme le dit quelqu'un dans le chat, il a terminé, Monsieur Chevrier, par une note positive. Ce qui est déjà pas si mal au regard du sujet traité, qui est la guerre nucléaire, le risque de monter aux extrêmes. On ne saurait trop vous conseiller de lire pour terminer Clausewitz, pour achever Clausewitz, qui est le titre exact du dernier ouvrage de René Girard, qui parle justement de ce risque de montée aux extrêmes et de guerre nucléaire dans le monde. J'ai un retour son, mais je pense que tout va bien. Je dois avoir normalement dans le studio, même si sa caméra n'est pas branchée, Philippe Carsanti, le porte-parole des Républicains in France, qui va s'exprimer aujourd'hui de l'étranger, des États-Unis. Il est au cœur du sujet que nous allons traiter évidemment aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez, Philippe ? Non, Philippe ne m'entend pas, Philippe Carsanti. J'ai donc un souci de connexion avec Philippe Carsanti. Et le temps que j'invite et que je contacte Monsieur Carsanti pour lui dire de se préparer, d'activer sa caméra et son micro, parce qu'il s'est connecté en avance, mais ça ne semble pas se confirmer. Donc là, je vais envoyer ça. Nicolas, on peut en profiter parce que je sais que lorsque j'avais annoncé que Gérard Chevrier ferait des chroniques avec nous, sachant qu'il participe à la revue mensuelle, encore une fois, il y a 2 articles sur le sujet du nucléaire. Le premier que vous avez déjà pu découvrir sur le Spectateur et le prochain qui apparaît dans la revue de novembre qui là va bientôt arriver. Eh bien, les chroniques vont pouvoir être développées. On en a une autre après sur le sujet américain qui va pouvoir être faite. Comme je vous ai dit d'ailleurs, allez sur la chaîne de Gérard Chevrier. Mais Nicolas, tu voulais aussi en profiter parce que c'est un sujet que tu connais, le sujet du nucléaire, et il y avait des commentaires que tu voulais faire. Donc, le temps de régler la problématique technique avec Philippe Carsanti, eh bien, finalement, tu as le temps de pouvoir faire les commentaires que tu souhaitais faire. Quelle chance. Parfait, oui. Ben oui, évidemment, je te laisse en effet, Raphaël, résoudre ce problème technique. Sur le risque nucléaire, j'étais parti et j'avais fait quelques chroniques l'année dernière suite à l'ambiguïté stratégique, concept foireux s'il en est, développé par Emmanuel Macron. D'ailleurs, s'il n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour développer ce concept, il l'a développé dès son accession au pouvoir à l'école de guerre. Concept très douteux qui fait qu'il ne doit pas y avoir de ligne rouge clairement définie. Bon, jusque-là, ça va. Mais qu'en tout cas, l'ambiguïté stratégique est nécessaire à la dissuasion nucléaire. Alors, c'est probablement vrai sur le territoire national. Ce n'est absolument pas compatible avec une intervention à l'étranger, comme par exemple l'intervention en Ukraine, où considérer qu'il y aurait une ligne rouge à ne pas, par exemple Odessa, à ne pas franchir. C'est absurde. La seule ambiguïté stratégique qu'il y a, c'est quand est-ce que nous considérons, en tant que Français, notre territoire étant attaqué, je dis bien notre territoire étant attaqué, nos intérêts vitaux mis en jeu. On ne peut pas dire que l'opération spéciale de Vladimir Poutine en Ukraine soit d'une quelconque façon une mise en jeu de nos intérêts vitaux. Quand est-ce que ça pourrait déclencher éventuellement une frappe nucléaire ? Évidemment, si les chars russes déboulent dans la Somme et foncent vers Paris, en effet, nos intérêts stratégiques pourraient être engagés et la frappe nucléaire déclenchée, tactique ou stratégique, sachant qu'il n'y a pas vraiment de stratégie, enfin de plan nucléaire en France, comme il peut y en avoir pour les Américains et les Russes, à savoir la limite entre le nucléaire tactique et le nucléaire stratégique. Les Américains ont prétendu, est-ce vrai, est-ce faux, je n'en sais rien, que pendant la contre-offensive de l'automne 2022 des Ukrainiens, il y a eu cette tentation du Kremlin d'user d'armes nucléaires tactiques s'ils avaient été débordés, que le conflit aurait pu provoquer une intrusion des Ukrainiens sur la Crimée. Moi, j'en doute. Mais en tout cas, en effet, et ça s'appelle pas des coups de semonce, c'est pas un coup d'avertissement, c'est la possibilité d'abord d'user quand on est dépassé. Et d'ailleurs,
les premiers à avoir pensé cela, c'était durant la guerre froide, les Occidentaux, en Europe de l'Ouest, où on considérait que si on était... C'est pour ça que d'ailleurs la France avait développé des armes nucléaires tactiques de 10, 15, 20 kilotonnes, ou beaucoup moins d'ailleurs, qui peuvent être chirurgicales et nucléaires, sans être de l'uranium appauvri, de l'uranium enrichi, du plutonium ou même les bombes à hydrogène, mais qui, elles, sont beaucoup plus puissantes. Donc là, on est plutôt sur l'uranium ou du plutonium. Donc, pour rompre une inégalité manifeste avec des colonnes de chars d'un côté qui déferlent et nous qui n'avons pas les moyens de contrer, eh bien la possibilité de frapper nucléairement ces cibles. Sur le plan tactique, le stratégique, c'est en fait quand vous frappez l'ennemi au cœur des cités, lorsque vous prenez en fait en otage sa population civile. Ce qu'on appelle le stratégique, en fait, c'est le bombardement de Dresde, c'est Hiroshima, c'est Nagasaki. Le bombardement de Dresde n'étant pas utilisé d'armes nucléaires, mais le bombardement massif a occasionné plus de morts encore que le nucléaire. Donc c'est quand on s'en prend réellement pour faire capituler, pour détruire la colonne vertébrale, la psychologie même d'un pays, l'anéantir par une destruction de ces cités. Donc ce sont des missiles anti-cités. On n'utilise plus là des armes nucléaires tactiques, mais des armes nucléaires stratégiques, et on n'utilise plus l'uranium ou le plutonium. Mais ce sont des bombes à hydrogène, donc on passe de kilotonnes à mégatonnes. Vous pouvez imaginer la différence. Alors avec les lanceurs multiples, les têtes multiples, on parlait du missile Satan 1, 2 des Russes, mais en tout cas il y a une multitude d'options tactiques. Et donc, cette ambiguïté stratégique telle qu'elle a été voulue par Macron est pour moi pure folie lorsqu'elle concerne un territoire extérieur où en aucun cas nos intérêts vitaux sont menacés. Et je vois que on me dit que tout est bon pour Philippe Carsanti, donc je continuerai mon exposé la prochaine fois que Monsieur Chevrier s'exprimera sur le nucléaire. J'ai donc fait que tout débuter et voir comment, avec donc H.V. Clausewitz de René Girard, on peut en arriver à cette situation de monter aux extrêmes. Mais nous n'y sommes pas et nous espérons en effet ne jamais y être. Et c'était en effet une note positive, comme le disait cette personne dans le chat, que d'imaginer qu'il n'y aurait pas d'hiver nucléaire. Ouf, on est heureux de le savoir. Mais je vois que Philippe Carsanti, le porte-parole des Républicains in France, qui n'est pas en France là, je crois, qui est plutôt autour de Los Angeles, on le voit d'ailleurs en photo. Philippe Carsanti, déjà, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour, parfaitement. Très bien. Donc, je suis content de vous avoir. Je vous sais aux États-Unis, plutôt du côté de la côte ouest américaine. Absolument, je suis à Los Angeles depuis 48 heures. Très bien. Et on vous voit là en photo entre deux personnalités que je vous laisse d'ailleurs nous présenter si vous le voulez. Ah, ça a coupé. Bon. Alors voilà, ça a coupé, donc je ne sais pas si je dois continuer mon développement ou bien... vous êtes de retour. Alors c'est évident, hein, la connexion n'est pas simple puisque nous sommes entre Paris, Sofia et Los Angeles. Ce n'est jamais simple. Donc, je peux continuer. Je vois que Clara est revenue, mais je peux continuer mes développements sur le nucléaire. Mais je vois que Philippe est revenu d'ailleurs. Si Philippe est revenu, c'est aussi bien. Voilà. Philippe Carsanti, vous êtes là ? Oui, vous m'entendez, je suis désolé, je ne sais pas ce qu'il y a eu, on a été déconnecté. Oui, donc je vous disais qu'à ma droite, il y a Dennis Prager, qui est donc le fondateur de Prager University, PragerU. Et à ma gauche, on a Michael Bloomberg, qui est un des plus grands investisseurs de la technologie de la high-tech aux États-Unis. Très bien. Et c'est une photo qui a été prise hier soir, puisque c'était le grand gala de la soirée de PragerU de Dennis Prager. Très bien. Bon, vous étiez en bonne compagnie et je pense que j'ai aujourd'hui un porte-parole des Républicains in France qui est tout de suite parti aux États-Unis, évidemment. J'imagine que vous y comptez de nombreux amis. Heureux, vous êtes finalement, la dernière fois que nous nous étions eus et que nous avions échangé, nous étions encore en pleine campagne.
tout était bien indécis. Je me rappelle de l'été avec Paul Ryan, où on craignait que la montée en puissance de Kamala Harris allait saper la campagne de Donald Trump. Il n'en a absolument rien été. Vous étiez, il est vrai, quelqu'un d'optimiste. Et votre optimisme, finalement, s'est réalisé peut-être même au-delà de vos espérances, Philippe Carsanti. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet été, on va dire que dès le mois d'août, je crois avoir compris, et je l'ai dit après à peu près dans tous les médias, sur les médias audiovisuels français et chez vous, que la victoire était quasiment assurée, pour une raison simple, c'est que la candidate Kamala Harris n'était pas éligible dans le sens où très peu de gens pouvaient avoir envie de voter pour elle, compte tenu des qualités de la candidate. Si on ajoutait face à cela le niveau de son vice-président, on avait vraiment une équipe très faible. On avait d'un côté Kamala Harris et Tim Walz qui étaient vraiment des gens vraiment peu attirants, avec en face une équipe de choc menée par Donald Trump avec son vice-président J.D. Vance. On avait Elon Musk, Vivek Ramaswamy, RFK, le fils de Kennedy. Enfin, on avait vraiment une équipe de choc qui donnait vraiment envie d'aller de l'avant. Donc c'est pour ça que j'étais très optimiste et qu'à l'époque, j'avais même anticipé une victoire du vote sur le vote populaire aussi. Ah oui, Et ça s'est réalisé. Voilà, ça m'a valu pas mal de critiques. Mais en fait, et j'en parle ici aux États-Unis à beaucoup de mes amis qui me disaient, parce que je leur en communiqué beaucoup et je leur disais tout le temps. Eh ben, je sens que cette interview va être un peu difficile. J'espère que nous allons retrouver rapidement Philippe Carsanti. C'est une semaine qui commence sur les chapeaux de roue. En effet, et c'est la suite de ce qui va être dit, c'est-à-dire que cette victoire, elle a été acquise non seulement par une victoire sur le nombre de grands électeurs, qui est plus qu'acquise aujourd'hui. Il a remporté l'ensemble des États pivots. Voilà, il revient. Donc on va le laisser pouvoir développer la suite en espérant que la connexion s'améliore au fil. Oui, je vous entends, nous vous entendons. Ouais, je suis désolé. Oui, je suis désolé. Oui, donc je vous disais que ce que je leur expliquais simplement, c'est que vu de loin, la situation américaine était beaucoup plus claire, alors que eux avaient les yeux collés sur l'écran. Et avec le recul, on voyait vraiment la faiblesse d'une équipe face à la force de l'autre. Et surtout, moi qui parlais beaucoup aux États-Unis, je passais beaucoup de coups de fil à mes amis qui sont généralement des deux bords, et je voyais que quasiment tous votaient républicains. Et je me suis dit, c'est tout simple, on est dans une situation où il n'y aura pas la joie qu'on nous a fait croire sur Kamala Harris était totalement artificielle et fabriquée par les médias. Donc la victoire est totale. Vous pouvez peut-être la développer rapidement, que ce soit au Congrès. Alors la victoire est totale, donc. Donald Trump a gagné donc le vote des grands électeurs naturellement, avec plus de 300 grands électeurs. Donald Trump a gagné le vote populaire. Donald Trump a gagné, les républicains ont gagné le Sénat et la Chambre des représentants. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment une victoire. Et même au niveau des gouverneurs, ils ont remporté des gouvernorats. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Donc Donald Trump va avoir les pleins pouvoirs. Naturellement, il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis, donc il ne pourra pas faire n'importe quoi. Ça, c'est assez rassurant pour ceux qui s'inquiètent de son soi-disant penchant dictatorial. Mais en fait, c'est quelque chose qui lui permettra de ne pas être restreint comme il l'a été la dernière fois, notamment aussi par le fait qu'il connaisse le mécanisme de l'État, puisqu'il a déjà expérimenté il y a 8 ans, et donc il n'aura pas tous ces barrages qu'il a eu et cette méconnaissance de la situation, et de la façon de gérer un État qu'il avait eu il y a 8 ans, ce qui lui a fait perdre énormément de temps par rapport à ce qu'il aurait pu faire. Alors, je sais tes matchs, dit Elon Musk, et justement, c'est très bien que vous parliez de ça. Une des dernières informations qui est tombée, en tout cas de notre côté de l'Atlantique, en France, c'est que Donald Trump a demandé aux sénateurs américains de permettre d'accélérer les nominations des ministres, des hauts fonctionnaires, pour éviter justement l'obstruction, le barrage des démocrates tel qu'il avait pu avoir lieu en 2016. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer, nous le préciser ?
Alors, vous savez, vu la vitesse à laquelle va l'information, l'information que vous avez de votre côté de l'Atlantique est la même que de notre côté. Oui, c'est ce qu'on entend, et on entend qu'il est en train de préparer et qu'il y a déjà des noms qui circulent aux États-Unis. Alors, comme il y a plusieurs noms qui circulent sur chaque poste, je ne veux pas les commenter, mais c'est vrai qu'il est vraiment prêt. C'est-à-dire à la différence de la dernière fois où lui-même était un peu surpris par sa victoire, là, il a eu le temps de se préparer et de préparer, je vous dis, une forme je dirais de dream team, une équipe pour gagner la Champions League, pour vraiment gouverner les États-Unis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'il a en fait 2 ans devant lui, parce qu'après il y aura à nouveau des élections de mi-terme qui pourraient rebattre en partie les cartes, et qu'il faut qu'il se concentre et qu'il aille très vite? Alors, pas tout à fait. Non, non, pas tout à fait, parce que les midterms sont généralement perdus par un président qui fait une mauvaise politique. Moi, j'ai vraiment confiance. Je pense que, vous savez, quand je me suis promené aujourd'hui dans les rues de Los Angeles, j'ai vu des gens se promener dans la rue avec des camions Trump, des drapeaux Trump, des affiches Trump, et les gens klaxonnaient pour dire oui, oui, oui. En fait, même la Californie, qui est un État qui a voté à majorité démocrate, il y a vraiment des gens qui s'affichent très ouvertement pro-Trump. Au cœur des années Biden ou des années Obama, afficher une sympathie républicaine à Los Angeles était vraiment très, très mal vu. Non, il y a vraiment quelque chose, il y a un vrai mouvement, et à la différence de la dernière fois où il avait été élu avec moins de voix que Hillary Clinton, là, ayant eu la majorité populaire, il a vraiment une poussée du peuple qu'il veut vraiment qu'il change. Vous savez, qu'il arrête tout ce qu'on a pu, les désastres des administrations démocrates, que ce soit le wokisme, que ce soit la faiblesse, que ce soit l'insécurité, l'immigration, une économie en berne. Alors, parce que tout le monde nous sort les chiffres des macroéconomiques, mais la vie des Américains n'a rien à voir avec la vie macroéconomique. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez des entreprises américaines qui vont très très bien et qui ont des résultats boursiers exceptionnels que l'Américain moyen, ou même que l'Américain, je dirais, plutôt de classe élevée, va aussi bien. L'inflation est ici extrêmement impressionnante. Vous savez, on en parle beaucoup dans les médias, et quand vous allez au supermarché, vous avez des prix enfin, quand vous revenez tous les 6 mois, vous avez des prix qui bougent de façon incroyable. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas en France, heureusement. Oui, voilà, c'est une des explications économiques. Alors qu'on vantait la prospérité américaine, revenus, l'emploi qui bondissait, il y avait ce problème majeur de l'inflation. Et ça nous a été caché, en tout cas en France, évidemment, alors que c'est un des déterminants principaux du vote qui s'est déroulé aux États-Unis. Oui, vous savez, le prix de l'énergie est un petit peu le baromètre du coût de la vie. Parce que tout passe par l'énergie, surtout dans un grand pays comme les États-Unis où on se déplace beaucoup. Les prix de l'énergie se sont envolés sous la présidence Biden, notamment en raison des guerres, mais aussi surtout de l'arrêt de la production d'hydrocarbures et de l'arrêt du pipeline qui venait du Canada. La stratégie de Trump, qui est d'augmenter l'exploitation pétrolière, notamment la fracturation hydraulique, devrait faire baisser le prix des hydrocarbures et permettre de rendre beaucoup d'argent aux consommateurs américains, mais aussi par la même occasion aux entreprises américaines, ce qui leur permettra probablement de baisser leurs coûts et donc leurs prix. Et parallèlement à ça, aux États-Unis, enfin, je dirais, le monde libre aujourd'hui fait face quand même à deux oppositions de deux pays qui posent problème, que sont la Russie et l'Iran, dont la majorité des revenus vient des hydrocarbures. Et donc, si vous faites baisser les prix des hydrocarbures, vous empêchez ces pays de nuire à l'Occident. Pour la Russie, ça va être compliqué après Kazan, à mon avis. Mais après tout, il y a plusieurs stratégies qui peuvent se mettre en place. Sur le plan migratoire, comment va-t-il faire, Trump? 10 millions de migrants sans papier pendant les 4 ans de l'administration Biden-Harris. Renvoyer déjà de là où ils viennent un certain nombre de sans-papiers, et puis faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Il est déterminé sur ce sujet aussi, j'imagine. Alors d'abord, ici, quand on parle un peu avec les gens, Trump parlait de 20 millions pendant la campagne, et ici on nous dit au moins 15 millions. Déjà, la première chose, c'est de fermer le robinet. Quand il y a quelque chose qui fuit, qui déborde, on coupe le robinet. Donc là, il a mis en place ne serait-ce qu'une dissuasion médiatique, en leur faisant savoir qu'il était hors de question
laisser les gens rentrer comme ça sans avoir de problème. Et puis ensuite, sa stratégie va vraiment être d'aller beaucoup plus loin dans le renvoi et dans l'expulsion des clandestins, de façon à ce que je dirais qu'il y ait une forme encore une fois, j'insiste bien, de la dissuasion. Vous savez, toute la stratégie de Trump, c'est une stratégie de la paix ou de la force, et par la dissuasion. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'exercer sa force, puisque les gens savent qu'il ne faut pas venir. Il n'a pas besoin d'exercer sa force, puisque les gens savent qu'il ne faut pas agresser les États-Unis ou les alliés des États-Unis. Ça, c'est Francis Fukuyama sur ce sujet a accordé une grande interview dans un magazine américain qui a été traduit pour partie dans la presse française, et il y avait cette réflexion finale du professeur qui avait théorisé la fin de l'histoire et l'ennui aussi qui s'en suivrait pour le dernier homme. Il est, on le sait, proche de la pensée de Kojève ou d'Hegel, Francis Fukuyama, et il déplore aujourd'hui la disparition de son modèle, en tout cas une attaque sévère avec l'élection de Trump sur son modèle néolibéral, voire libéral, dit-il. Et il conclut son article dans le Financial Times par les propos suivants. Trump il y a quelque chose chez lui de congénital, de refus d'utiliser les armes, une diplomatie qui soit une diplomatie de la guerre. Vous n'irez peut-être pas jusque-là, mais est-ce qu'il y a quand même ça chez Trump, c'est-à-dire cette idée que et c'est important pour le monde entier, plutôt un homme de paix qu'un homme de guerre? C'est un petit peu le principe des gens forts, des gens... Ah, eh bien une nouvelle coupure, mais qui à mon avis devrait être de courte durée. Nous évoquons justement les aspects extérieurs et ce que sera l'Amérique de demain, sachant qu'en effet, comme peut le dire un certain nombre de commentateurs, il ne faut pas parler d'isolationnisme concernant Donald Trump, mais plutôt de non-interventionnisme, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a d'autres moyens d'obtenir ce que l'on veut que d'utiliser des B-52. Voilà, Philippe, donc je poursuivais vos propos et je vous laisse continuer, bien évidemment. Oui, je reprenais ce que je dis, j'étais en train de... Je reprenais le fait qu'il y avait Trump essayait en tout cas d'utiliser d'autres moyens que la guerre. Oui, absolument. Ce que je vous disais justement. Oui, ce que je vous disais, c'est que quand on est puissant et quand on est fort, on n'a pas besoin de se battre dans la rue. Vous savez, c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu la même chose pour les États. Quand on montre sa puissance, quand on montre qu'on a une force, qu'on peut déployer, qu'on peut projeter, eh bien, cela permet de dissuader toutes les agressions. Et c'est vraiment le principe qui est en train de se mettre en place aujourd'hui aux États-Unis. On voit déjà d'ailleurs que le Qatar donc a demandé au Hamas de quitter Doha. C'est étonnant. Hein. Je veux dire, si on regarde, ça fait des années qu'ils sont là-bas, ça fait 13 mois qu'il y a eu le 7 octobre, et il suffit que Trump soit élu pour que le Qatar commence à prendre des dispositions. C'est un petit peu ça qu'on est en train de voir. C'est-à-dire qu'en fait, le monde va se réordonner autour de la puissance dominante américaine pour le bien des États-Unis, mais aussi pour le bien du monde entier, pour que ça s'arrête, pour que les agressions s'arrêtent. Lui, Trump n'a pas envie de déployer non seulement des armes, mais de continuer à dépenser de l'argent dans de l'armement, que ce soit pour des alliés ou pour les États-Unis, pour divertir la puissance économique américaine de ce qu'elle doit être, ce qui est créer de la prospérité pour ses citoyens. Ça, ce que vous dites peut se discuter, en tout cas, se mériterait, et c'est la volonté de GPTV, c'est de permettre des controverses dans la courtoisie. Ce que vous dites là sur ce point, peut-être sans idéologie d'ailleurs, en partie contesté par certains d'autres de nos spécialistes qui vous diront que c'est un peu tard et que le monde a déjà basculé au travers les BRICS, même si les BRICS, il y a des moyens de considérer que ce n'est pas du tout un front uni. Néanmoins, est-ce que le monde va se réorganiser réellement autour des États-Unis ou bien est-ce que nous sommes de toute façon rentrés inéluctablement dans un monde multipolaire où l'Amérique
Ouais, alors en Je fait, vous en prie, parlez. C'est vous mon invité aujourd'hui, donc vous avez parfaitement ouais. le droit de vous exprimer comme vous le Oui, souhaitez. je pense qu'on a un vrai désaccord là-dessus, mais je crois que c'est Ah, il n'y a puisque pas de je suis désaccord. Moi, je ne suis non, mais je journaliste. suis vos émissions. Non, mais on a un désaccord. Enfin, c'est pas un problème d'être en désaccord. On a le droit d'avoir un avis différent. Moi, je ne crois absolument pas à cette émergence des BRICS. Je crois que c'est totalement artificiel, que ça ne représente rien et que aujourd'hui, la puissance est vraiment du côté du monde occidental et des États-Unis. Les BRICS, je dirais que c'est fait de briques et de brocs. Quand vous voyez la Chine, l'Inde, la Russie, vous voyez que ce sont des gens qui n'ont strictement rien à voir par certains côtés. Il y a une rivalité entre la Russie et la Chine qui est permanente, une rivalité entre l'Inde et la Chine, et il y a aussi une rivalité entre l'Inde et la Russie. Donc moi je crois que c'est vraiment c'est une alliance enfin, encore une fois, moi, c'est ma perception. Vous savez, ça. C'est l'avenir qui le dira. Malheureusement, vraiment, la connexion est très mauvaise. C'est l'avenir qui le dira, mais en tout cas, ce débat mérite d'être posé. Chacun peut avoir l'opinion qu'il veut, tant qu'il respecte l'opinion de l'autre. Et cette notion de dissuasion va être mise à l'épreuve. C'est-à-dire, est-ce que réellement Chine, Russie et d'autres pays vont, parce que Trump est arrivé et de retour, s'autodiscipliner? Eh bien, de toute façon, on est dans la géopolitique. Et la géopolitique, je dirais, contrairement à d'autres notions. Ah bon, bah Philippe, oui, si vous avez été coupé. Moi, ce que Ouais. je voulais juste dire, mais après vous pourrez bien sûr Non, mais- terminer, c'est que la différence entre la géopolitique et certaines notions politiques, sauf alors l'analyse politique, où là, eh ben, les faits viennent départager les avis. Et donc là, par exemple, votre analyse sur la victoire importante de Donald Trump, bah, vous a donné raison. Et les analyses qui disaient l'inverse, ça a donné tort. Ce qui est important, c'est d'éviter justement des enquistements idéologiques. Et la géopolitique, c'est pareil. Entre ceux qui pensent comme vous que les BRICS sont faits de briques et de brocs et ceux qui considèrent qu'il y a un basculement du monde, j'ai envie de dire, la réalité, si on veut bien ne pas rester aveugle, va nous le démontrer. Soit en effet, Oui. Trump et l'Amérique va revenir aux commandes et l'analyse vous donnera raison et on ne pourra pas le nier, ou inversement, ça va être beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine pour Trump et voilà, il faudra le reconnaître. L'important Non, est ça, de ne je pas n'y être crois absolument pas. Alors, je veux dire, je n'y crois absolument pas. Et d'ailleurs, vous voyez, même le dollar s'est renforcé récemment par rapport aux autres monnaies si internationales. on convertit en dollars demain, vous croyez que il va encore se renforcer comme le Mais dollar va le vous faire? savez, enfin, je ne crois pas. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai 58 ans, ça fait Moi 55. depuis que j'ai les yeux éveillés sur le monde. Pardon? Et moi 55. Non, mais on a à D'accord. peu près le Mais même âge. depuis que j'ai les yeux éveillés sur le monde, j'ai toujours entendu la chute de l'Empire américain, la chute de C'est vrai, l'Empire américain. c'est Je me vrai, souviens qu'après Jimmy Carter, vous savez, pour moi, il c'est faut vrai. voir les États-Unis Ça, c'est vrai. exactement comme dans la situation où ils se trouvaient après la défaite de Jimmy Carter et la victoire de Ronald Reagan. C'est-à-dire qu'on avait une Amérique affaiblie avec l'invasion avec la prise de contrôle de l'Iran par les Mollahs et l'invasion de l'ambassade américaine à Téhéran et les otages américains qui sont restés 444 jours otages des mollahs, enfin des étudiants iraniens, si vous voulez, en Iran. Ronald Reagan a fait pression tout de suite dès son arrivée et les otages ont été libérés au moment de son inauguration le 20 janvier 1981. Tout ça pour vous dire quoi, qu'en fait la situation est assez pour moi assez prévisible, c'est-à-dire on va voir le monde se réordonner et même ceux C'est intéressant. que vous pensez être des puissances, je pense que vont se révéler des tigres de papier. Je crois que la puissance de la Chine n'atteindra jamais celle des États-Unis. Alors, c'est dommage, mais qu'à chaque fois il y ait ces coupures. J'ai l'impression que le tigre de papier, en tout cas en Europe de l'Est, c'est plutôt l'OTAN que la Russie. Et c'est plutôt le tigre de papier, c'est plutôt les Mozart de la finance, Bruno Le Maire, que l'économie russe. Mais ça, à un moment donné, s'il y a une distorsion entre la réalité et ce que l'on pense, bah, il faut changer de logiciel, les amis. Mais après tout, et ça m'ennuie un petit peu de continuer le débat sans que Philippe puisse entendre mes propos. Philippe,
Voilà. Alors oui, je vous disais, la Russie, contrairement à ce que certains pensent, moi je ne crois surtout bien évidemment pas au réveil de la Russie. Je pense que sous le poids démographique, sous le poids des guerres qui ont été enclenchées, et je dirais, je pense que sur la fin du régime Poutine, je pense que la Russie s'affaiblira. Si vous regardez l'Afrique du Sud, c'est un régime qui devient totalement raciste, complètement déconnecté de la réalité du monde et qui est en train de s'effondrer. Les Blancs sont en train d'être, je dirais, quasiment foutus à la porte du pays. C'est un pays qui selon moi est en train vraiment de chuter. Donc si vous regardez tous les acteurs des BRICS, peut-être il y a l'Inde, mais l'Inde, qui est un pays qui va de plus en plus fort et qui va de mieux en mieux, c'est plus un pays occidental en termes, je dirais, géopolitiques. Regardez, c'est un grand allié d'Israël et c'est un grand allié des États-Unis. Donc, je dirais qu'à la limite, l'Inde est un partenaire des BRICS qui n'est pas, c'est probablement une sorte d'infiltré au sein des BRICS. Donc, je crois absolument pas à cette fiction des BRICS. Et non, vraiment, je pense qu'il faut revenir les pieds sur terre. Pendant un moment, les gens y ont cru parce qu'on a vu Joe Biden. Philippe, les pieds sur terre, mais moi je pense l'inverse. Mais vous savez, en tout cas, je vous remercie profondément de venir sur ce type de médias et j'aimerais demain, si d'ailleurs vous en êtes d'accord, dans la courtoisie, pouvoir, cette fois-ci plutôt sur des plateaux, vous confronter, mais confronter, le front d'ailleurs, à mon avis, le mot est pas bon. En tout cas, qu'il y ait des échanges sur ce sujet, parce que c'est comme ça qu'on s'enrichira mutuellement. Et je D'accord, pense il faudra se confronter aux faits. Il y a rien de plus important que les faits. Confronter aux faits. Ah ça, vous avez parfaitement raison. Il faudra de toute façon se confronter aux faits, et c'est l'intérêt de matières telles que la géopolitique. Parce que contrairement à d'autres, et après j'aimerais qu'on reparle du woke, justement, où là, il y a une volonté dans certaines formes d'idéologie telles que le woke de ne pas voir la réalité. Et quand on réussit à hypnotiser et à aveugler, eh bien on peut arriver à des folies, et c'est ce qui était arrivé aux États-Unis et en Europe. Alors que sur la géopolitique, oui, vous avez raison, on verra. Et il y a des faits réels qui se déroulent, économiques, militaires, de tous ordres, diplomatiques, qui fait que, à un moment donné, à moins d'être complètement aveuglé, on est obligé d'admettre que c'était plutôt tel test que tel autre. Ouais. Alors sur l'histoire du wokisme, oui, et ça faisait aussi partie de l'affaiblissement de l'Occident. C'est-à-dire que ce dérèglement mental, j'insiste bien, que représente le wokisme, a montré à nos adversaires la faiblesse de nos sociétés. Et en fait, c'est quelque chose qui était aussi volontairement alimenté par nos adversaires qui cherchaient à comment expliquer ça, qui cherchaient à mettre nos sociétés à genoux, pas militairement, mais de façon intérieure, je dirais en créant des ennemis de l'intérieur. Et si vous voyez par exemple aux États-Unis les ravages qu'ont pu faire les drogues importées, les drogues venues de Chine, importées par la frontière mexicaine, oui, c'est une autre façon de faire la guerre et une autre façon de détruire un pays. Donc oui, c'est quelque chose qui pose problème, parce que l'immigration clandestine aux États-Unis par la frontière sud, ce n'est pas seulement des hommes, ce sont aussi des drogues. Et vous voyez bien que ce sont des gens que l'on doit confronter, qui veulent vraiment l'anéantissement et l'affaiblissement de nos sociétés. On a vraiment deux modèles de société. On a des sociétés dictatoriales où je dirais l'être humain doit être soumis. Bon. Écoutez, j'aurais aimé qu'on puisse développer un point encore, mais on va laisser peut-être terminer sur le wokisme, mais très vite aller parce qu'il connaît bien le sujet, c'est sur le fait d'assécher le marais. Et j'aimerais que quelqu'un qui est un représentant des Républicains en France, qui connaît bien les États-Unis, nous explique justement comment Donald Trump... moi, j'émets des doutes sur la capacité qu'a l'Amérique de se recentrer, de redevenir le pôle numéro 1, mais j'émets peut-être aussi des doutes sur la possibilité d'assécher le marais, même si on peut le souhaiter, en tout cas sur cet aspect-là de la situation. Philippe Carsanti, vous m'entendez ? Oui, alors je suis là où je vous disais, on a des sociétés donc comme la Chine avec le Parti communiste chinois qui soumettent l'homme. Je continue à maintenir que la Russie est une forme de régime autoritaire aussi qui ne rejoint pas nos modèles libéraux, de même que l'Afrique du Sud ou certains autres pays des BRICS qui ne sont pas des pays dans lesquels on a envie de vivre. Le monde aujourd'hui, les gens émigrent vers des pays
et qui sont plutôt des pays hors BRICS que vers les BRICS. Donc en fait, vous savez, c'est comme à l'époque, les gens votaient avec leurs pieds. À l'époque de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest, aujourd'hui, les gens votent avec leurs pieds. Je ne connais personne ou très très peu de gens qui se disent tiens super, je vais partir habiter en Chine ou je vais partir habiter en Russie. Il vous plaît, Philippe Carsanti, il vous plaît le libéralisme et la liberté d'expression sur les plateaux de télé français Vous voulez dire ça? Attends, je vais vous répondre. Ce que je veux dire, non, mais je vais répondre vite parce que comme on est souvent coupé, j'ai entendu votre question. Et donc, je vois où vous voulez aller. Vous avez raison, je vois très très bien. Non, mais vous avez entièrement raison. Mais moi, je considère que la France, aujourd'hui, a un vrai problème de liberté d'expression qui dépasse l'entendement. Ce que j'ai vécu récemment sur BFM TV, où on m'a coupé le micro. Alors nous, on vous coupe pas le micro, Philippe, mais la connexion n'est pas bonne. Et qu'on ne m'accuse pas ensuite de vous avoir piégé d'une quelconque façon, on n'y est pour rien. Et les échanges sont toujours, et d'ailleurs passionnent, semble-t-il, suffisamment pour que la connexion... Mais c'est le logiciel, me dit-on vraiment. Nous sommes en train de changer de mode opératoire et tout ça sera terminé dès demain. C'est ce que Raphaël nous explique parce que le pauvre Raphaël, en plus d'animer avec nous ces émissions, eh bien, est obligé d'être au fourneau. Il est au four et au moulin, comme on dit, Raphaël. Ce qui explique d'ailleurs. Ce que j'ai vécu sur BFM où on m'a coupé le micro, on m'a sorti de l'écran, vous avez entièrement raison. Mais en fait, la situation de la France aujourd'hui est une situation au niveau médiatique quasiment dictatoriale. Mais je voudrais bien vous expliquer quelque chose de très important par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Parce qu'en France, on est encore sous la coupe de ce qu'on appelle les médias dominants, que sont BFM, CNews, LCI et France Télévisions. Voilà, ça c'est la coupe. Aux États-Unis, le match a complètement changé. Les médias dominants, ce n'est plus CNN, MSNBC ou ABC, mais ce sont des gens comme GPTV, ce sont des gens comme Joe Rogan. Donc en fait, la dominance des médias a complètement été inversée. Et c'est là où on voit que le peuple a repris le pouvoir. Donc vous avez entièrement raison sur cette critique de cette pseudo-démocratie française. Vous savez, il y a 2 mois sur France Télévisions, j'ai eu le malheur de mettre en doute l'origine anthropique du dérèglement climatique. Et là, on m'a expliqué que je devais être poursuivi, ils m'ont fait des signalements Arcom et on a demandé à ce que j'ai une condamnation pénale. Donc, incroyable. Voilà. Et en fait, ça, c'est le totalitarisme français dans lequel on est en train de vivre. C'est une forme de totalitarisme parce qu'en fait, la France s'éloigne de plus en plus et encore avec un président s'éloigne de plus en plus d'une société libre avec en plus un président comme le président. Il va y avoir une mise en cause, évidemment, du chef de l'État actuel, Emmanuel Macron. Et on va le laisser terminer, Philippe Carsanti, ce point. Et après, j'espère qu'on aura un peu de temps. J'aimerais qu'on revienne justement à ce moment-là, parce que c'est dans le sens de nos échanges sur comment Donald Trump va s'y prendre pour assécher le marais. Est-ce que ça va être aussi simple que ça nous est présenté ? Est-ce qu'on n'a pas un peu, ou est-ce qu'on ne risque pas de vendre un peu la peau de l'ours ? Sauf que l'ours, là, c'est pas la Russie, c'est l'État profond, américain en particulier, et des mondialistes. Est-ce qu'on n'a pas vendu un peu trop vite la peau de l'ours mondialiste avant de l'avoir tué ? Philippe, vous êtes à nouveau là, donc je vous rends tout de suite la parole à chaque fois. Hein. Oui, bien sûr, merci. Oui, donc je vous disais, ce qu'on vit en France, c'est en fait tout ce qu'on vit au sein de l'Union européenne. Quand on entend Thierry Breton qui veut imposer des réglementations sur la liberté d'expression, oui, c'est insupportable. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est pour ça qu'il faut se battre contre ces gens-là et il faut les ridiculiser et il faut faire monter des médias comme les vôtres et d'autres, même si on peut ne pas être d'accord, comme on le sait tous les deux, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Mais en fait, ce qui est important, c'est que chacun puisse s'exprimer sans censure. Et ce qu'on a vécu avec X, avec l'arrivée d'Elon Musk, qui a repris X, vous savez, en fait, c'est Elon Musk qui a choisi le président des États-Unis uniquement en rendant la liberté au peuple et en rendant la liberté d'expression. Parce que si X avait été continué à être contrôlé par l'extrême gauche américaine, je peux vous dire que toutes les informations qui sont sorties auraient été masquées, toutes les informations sur Kamala Harris et sur son coéquipier auraient été masquées, et on serait parti dans un lavage de cerveau, encore une fois, dans un conditionnement, dans un enfumage qui fait que
on n'aurait rien su. Donc c'est pour ça que, oui, je suis d'accord avec vous, il y a des énormes défauts chez nous, mais au moins, encore une fois, c'est quelque chose de très très important. Les gens votent avec leurs pieds. Je ne connais personne en France qui me dit je vais partir m'installer en Afrique du Sud. Je ne connais personne en France qui me dit je vais partir m'installer en Chine. Je ne connais personne qui me dit je vais partir m'installer en Russie. En revanche, le sens inverse, ça marche. Philippe, de cela, j'aimerais qu'on revienne sur les États-Unis, parce que de même que on peut avoir des doutes sur le fait que l'Amérique reprenne le leadership mondial, est-ce que, et là peut-être pour des raisons idéologiques parfois, mais même surtout sur des éléments réalistes, est-ce que vous pensez que ça va être si facile que ça aussi pour Donald Trump d'assécher le marais? Est-ce qu'on ne vend pas aussi non seulement la peau de l'ours russe, mais aussi la peau de l'ours mondialiste avant de l'avoir tué? Alors, vous savez, à Washington, 95% des gens ont voté pour Kamala Harris. Il faut quand même se rendre compte, ça veut dire 95%, c'est officiel, c'est-à-dire que c'est une personne sur 20 seulement dans les habitants de Washington soutient Donald Trump. C'est 1 sur 20, c'est quand même extrêmement faible. Hein. Je veux dire, c'est quasiment le score de Valérie Pécresse à la présidentielle française, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et ça, c'est donc le personnel de Washington. Donc c'est un objectif majeur, mais c'est aussi une stratégie pour Donald Trump de vraiment reprendre le contrôle. Donc naturellement, il y aura des oppositions. Naturellement, il y aura des gens qui s'opposeront à lui. Mais quand on a vu ce que cet homme a été capable de faire, ils ont essayé de l'abattre financièrement, ils ont essayé de l'abattre judiciairement, ils ont essayé de l'abattre physiquement, ils ont essayé de l'abattre par des insultes comme Hitler, fasciste, nazi, tout ce que vous pouvez imaginer, et malgré ça, il est arrivé, il a gagné, et en fait, ce ne sont pas seulement les médias, ce qu'on appelle alternatifs, qui ont repris le pouvoir, ce sont les vrais gens qui ont pris le pouvoir. C'est-à-dire que ce ne sont plus les éditorialistes, ce ne sont plus les gens, les généraux de plateau qui ont le pouvoir aux États-Unis, ce sont les gens qui vivent leur vraie vie. Ce ne sont pas les gens qui vous disent comment vous devrez ressentir les choses, comment vous devez réagir face à l'immigration, comment vous devez réagir face à l'inflation. Et qui vous disent, mais attendez, vous dites que vous souffrez économiquement, mais le Dow Jones est à son plus haut et le Nasdaq est à son plus haut. Non, le monsieur. J'ai quelque chose qui devrait peut-être réconcilier. On sait que Philippe Carsanti, en tout cas je le sais parce que j'ai échangé déjà avec lui et sur GPTV, sur sa moindre préférence pour Tucker Carlson, que nous aimons beaucoup, que Lara Stam par exemple aime beaucoup aux États-Unis. Eh bien ce bon Tucker, qu'est-ce qu'il avait dit? Justement quelque chose qui va dans le sens de ce que dit Philippe Carsanti. C'est-à-dire tout simplement que Trump gagnerait l'élection si Musk conservait X. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, Tucker Carlson, je l'ai entendu le dire il y a 1 an de cela. Ce qui déterminerait le résultat de l'élection américaine, ce serait X. Je suis revenu. Donc je vous disais simplement, donc l'Américain qui vit ne subit plus, je dirais, cette pression et de cette doxa médiatique. À distance, j'ai suivi un petit peu sur les réseaux sociaux le dernier épisode de je sais plus, l'émission du samedi soir avec Léa Salamé. J'ai vu quelques extraits. C'est un monde à part, quoi. Ces gens vivent dans une bulle et ils veulent réécrire déjà qu'ils nous ont menti pendant des mois et là ils veulent continuer à mentir. C'est-à-dire qu'en fait, si on les laissait faire, s'il n'y avait pas d'internet, ils continueraient à nous dire ils nous feraient croire que Kamala Harris a gagné l'élection. Vous savez, c'est un petit peu à l'époque de l'URSS. Alors qu'à la différence de l'URSS, à l'époque, les Russes, les Soviétiques savaient qu'on leur mentait. En France, la majorité du peuple ne sait pas qu'on leur mente et continue à avaler les mensonges des médias dominants. Ce qui n'est plus le cas aux États-Unis. Je vous dis, c'est ce qui est vraiment très très impressionnant. Hein. Vous voyez des gens aux États-Unis qui sont vraiment vaillants, ouverts. Et encore une fois, je vous dis, je suis en Californie, qui est un État foncièrement démocrate à la base. C'est sûr. Justement, pour vous réconcilier, alors vous n'avez pas besoin de vous réconcilier avec lui, mais je voulais revenir sur Elon Musk qui, comme vous l'avez dit, a déterminé en partie, tout du moins, l'élection américaine. C'est que ce bon Tucker Carlson, il y a 1 an de cela, avait fait cette prophétie. Il avait dit Trump gagnera l'élection à condition que Musk, parce qu'au début, ça avait un petit peu branlé dans le manche sur Musk et X. On craignait et d'ailleurs, ça s'appelait encore Twitter, que X finalement soit disparaisse, soit lui soit retiré à Musk. Et Tucker avait dit, à chaque fois c'est pareil, donc c'est dommage parce que il n'a pas le temps de réagir. Bon, on va le laisser réagir dès qu'il va reprendre la connexion pour savoir justement
s'il est d'accord sur ce fait, pour approfondir ce point-là. Et après, j'ai envie d'approfondir avec lui le sujet finalement de ce peuple qui a repris le pouvoir aux États-Unis, et quel est-il exactement, ce peuple, et le confronter aux théories de Christophe Guilluy sur la working class, et voir si elle est transposable ou pas à la France, parce que c'est ce qui nous concerne, encore une fois, principalement. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et ça ne sera pas Poutine, Trump ou je ne sais qui nous sauvera. Il nous faudra, nous aussi, nous reprendre en main, et le peuple français renaître de ses cendres. Ce qui va totalement à l'opposé des sondages qui nous sont présentés actuellement, comme quoi, finalement, les Français verraient d'un très mauvais œil l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Bon, des sondages bidons, on en connaît, et j'ai envie de dire qu'avec le matraquage idéologique dont vient de parler Philippe Carsanti, que nous avons subi mois après mois, hostile à Trump jusqu'à la caricature, que 20 ou 25% des Français soient néanmoins satisfaits de l'élection de Trump, c'est déjà un immense camouflet pour les médias mainstream occidentaux, parce que aux États-Unis, ils avaient au moins Fox News, ils avaient de très puissants médias. Voilà, on va le laisser continuer. Ressenti. Oui, vous me dites, je ne sais plus où on était, parce que c'est vrai que c'est l'histoire de la connexion. Je peux comprendre, surtout si vous devez vous reconnecter à chaque fois. On en était sur ce peuple américain qui avait repris les commandes. Oui. Oui, c'est une réalité, et en fait, c'est ce qu'on doit espérer pour la France. Ce qu'on doit espérer pour la France, et encore une fois, sont plusieurs canaux d'information, et surtout que le magistère, le pseudo-magistère moral que se sont attribués les médias dominants cesse. Quand j'allais sur les plateaux télé et que j'essayais de défendre Trump ces derniers mois, j'avais face à moi des gens qui me regardaient comme un martien et qui voulaient m'imposer leur façon de voir le monde, mais ça marche sur Trump comme ça marche sur tout le reste. Vous parliez tout à l'heure d'Elon Musk. Moi, je suis un grand fan d'Elon Musk, non seulement pour ses capacités d'invention, mais pour son courage. Ce qu'a fait ce garçon est quand même remarquable. Il a bâti le fait qu'il soit l'homme le plus riche du monde, c'est quelque chose, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il a pris des risques toute sa vie pour faire progresser ses entreprises, mais il a aussi même pris un risque politique, puisque en soutenant Trump, il ne va rien gagner économiquement, mais il aurait beaucoup perdu si Trump avait été battu, et si le Kamala Harris était arrivé, parce qu'il l'aurait fait payer, parce que la stratégie des démocrates, eux, à la différence des républicains qui ne font strictement rien chaque fois qu'ils sont élus pour nuire à leurs adversaires, les démocrates font payer. Quand Trump a été élu en 2016, il n'a pas envoyé Hillary Clinton en prison. En revanche, quand Biden était président, ils ont passé leur temps à poursuivre et à harceler Donald Trump de façon judiciaire. Je disais, Tucker Carlson avait, il y a un an, prophétisé en disant, si Musk est encore aux commandes de X au moment de l'élection présidentielle américaine, Trump gagnerait. C'était pour aller dans le sens de ce que vous aviez dit sur le fait que Musk avait pour beaucoup aidé à la victoire de Donald Trump. Oui, mais il a aidé, j'insiste bien, pas par ses messages, mais simplement en rendant. Oui, en rendant la parole au peuple, en rendant la parole aux Américains. Voilà ce que Philippe Carsanti voulait dire. Il a rendu la possibilité d'une liberté d'expression totalement empêchée dans nos pays, au point où, comme il le dit, il y a certains sujets maintenant qu'il est interdit. On ne parle même plus des lois Pleven, des lois Guesso, du mémoriel. On parle même de théories aussi douteuses que le réchauffement climatique de nature anthropique, dont Trump, oui, je le répète, parle d'arnaque, parle de canulars coûteux. Donc, en effet, il y a de là des questions à se poser, à savoir qui est réellement les dictatures illibérales aujourd'hui dans le monde, indéniablement. Je vais lui laisser et rendre la parole. Oui, nous vous écoutons, Philippe. Non, mais je ne sais plus quelle était la suite de votre question. Je vous avais dit, Carlson avait dit si X est toujours entre les mains, voilà, de Musk, et vous parliez de Musk.
En fait, c'est ça, c'est tout simplement cette capacité je dirais, aux médias alternatifs de permettre aux gens de s'exprimer et de reprendre le pouvoir et de ne pas cacher des informations qui risqueraient de les désorienter, de les sortir de ce qu'on veut leur imposer. C'est vraiment ça la situation. Et c'est ce qu'on voit aux États-Unis. Vraiment, les échanges que j'ai ici avec les intellectuels, comme je vous disais, j'étais à la PragerU, avec qui j'ai pu échanger avec pas mal de personnalités assez importantes dans l'univers conservateur et républicain américain. Ils disent simplement, comme les informations sont sorties, les gens ont pu choisir quel était le meilleur candidat. Christophe Guilluy a écrit un article ce week-end pour expliquer que cette working class, classe populaire et classe moyenne, avait aux États-Unis repris son destin en main. C'était par rapport à ce que vous disiez sur Musk qui a donné la parole finalement à ce peuple. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui, non seulement aux États-Unis mais dans le monde. Pas seulement. Vous savez, aux États-Unis, moi, parce qu'il faut arrêter d'imaginer que ce qu'on a essayé de vous peindre en France, c'est en fait les ouvriers ont fait, les petits ouvriers blancs ont voté Trump et les intellectuels ont voté Kamala Harris. Non, c'est aussi faux. Moi, j'ai plein d'amis qui sont des gestionnaires de hedge funds, qui sont des gens de la finance, qui sont des gens de l'investissement dans la tech, qui sont vraiment des puissances, qui sont des investisseurs immobiliers qui ont soutenu Donald Trump et qui lui ont qui ont amené une puissance. Donc en fait, c'est tout un pays qui est en train de se lever contre l'affaiblissement qui lui a été imposé et contre la haine de l'Amérique qui lui a été imposée de l'intérieur par ces élites démocrates. Élite autoproclamée. Regardez ce qu'on a vu dans les universités quand même ces derniers mois. On a quand même vu des gens dans les universités américaines les plus belles, les plus fortes, comme Harvard, comme Stanford, comme plein de NYU, UCLA, manifester avec des drapeaux du Hamas et du Hezbollah. Enfin, il faut quand même se rendre compte. Ce sont des gens qui faisaient la fête quand il y avait le 13 novembre à Paris. Ce sont des gens qui faisaient la fête quand il y avait les attentats à Nice, au Bataclan, à Charlie Hebdo. Voilà les gens qui ont été célébrés dans les universités américaines par les mouvements woke. Donc ce sont ça nos vrais ennemis. Et c'est pour ça que moi je suis totalement opposé, et là-dessus je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord, mais à la Russie qui reste un allié de l'Iran et qui reste un ennemi viscéral du monde libre aujourd'hui. Je veux dire, l'Iran et le régime des Mollahs est un régime qui doit être vraiment détruit de l'intérieur pour permettre à l'Iran, qui est une grande nation, de redevenir un pays, un acteur, je dirais, amical dans le concert des nations. Philippe Kersanti, quand j'ai Working... c'est le moment où justement... Alors là, je veux qu'il revienne, tant pis, parce que je veux qu'il entende ce que j'ai à lui dire. C'est-à-dire que ne nous trompons pas. Si je n'ai pas dit classe travailleuse, si j'ai dit working class, si Christophe Guilluy parle de working class, et moi qui suis de Radio Courtoisie, vous imaginez combien ça m'arrache la bouche de dire working class. C'est que derrière ce concept de working class, il y a surtout work, travail. C'est-à-dire tous ceux qui travaillent. Et c'est pas en m'opposant les universités américaines qu'on me fera dévier de ce que je pense. C'est-à-dire, ce sont ceux qui travaillent et nos bons investisseurs ou nos bons intellectuels qui investissent, ce sont des travailleurs au même titre que le petit ouvrier blanc ou d'ailleurs mexicain, noir américain, quelles que soient ses origines à la fois ethniques et religieuses. C'est ceux qui travaillent. Je vois s'opposer aujourd'hui de plus en plus. C'est ce que dit Guy, lui. Bon, voilà. Philippe, juste pour recentrer sur ce que je voulais dire et ce que Guy, lui, veut dire, quand il parle de working class, vos investisseurs, ils sont pas opposés, c'est l'ensemble de ceux qui travaillent par rapport à ceux qui ne travaillent pas. Et lorsque vous me parlez d'université américaine, ça va dans le sens de Guy, lui. Ils travaillent pas. Moi, c'est cette opposition entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas que fait Guy, lui. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, ceci dit. Ben non. En fait, il y a l'image, mais il n'y a pas le son. Alors peut-être même d'ailleurs est-il en train de répondre le malheureux et qu'on ne l'entend pas. Ça aurait été très difficile aujourd'hui et on s'excuse et on va d'ailleurs revenir en dernier rideau avec Raphaël et Lara pour commenter cette interview. Mais j'aurais aimé, si c'était possible, avoir une dernière fois pour qu'on se mette d'accord, parce que je pense qu'on est assez d'accord sur ce point. Philippe qui revient. Philippe, est-ce que vous m'entendez ? Non. Là, il semblerait qu'il n'y ait plus de son du tout. Plus de son, plus d'image, comme on dit. Donc, je pense que peut-être laisser une dernière chance pour un démo de conclusion et peut-être sinon terminer ces échanges
qui ont été, malgré les coupures, mais je connais bien la pensée de Philippe Carsanti, d'un intérêt, je pense, certain. Philippe, vous m'entendez ? Non, je pense que là, le problème, c'est que le fait de ne plus avoir en plus le son rend assez difficile. Je vois un internaute parler d'un échange avec un fantôme. Bah oui, mais là, le fantôme a perdu la voix. Donc, en plus d'avoir perdu son image. Donc, ça va être un peu compliqué de terminer. Je laisse Raphaël au fourneau. Eh bien, il me fait passer le message. Voilà que... je le vois. On essaie encore une dernière fois. Et sinon... Là, je suis là. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Alors, rapidement, juste, ce que je voulais vous dire, c'est que la working class, elle n'est pas que la classe populaire ou classe moyenne. C'est les gens qui travaillent. C'est ça qui... Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis 100% d'accord avec vous. Et je suis d'accord avec Monsieur Guilhuy. Et ce que je pense, c'est que, vous savez, quand vous regardez la vie de Kamala Harris, elle n'a été que fonctionnaire toute sa vie. Elle a été, en plus, avec le parcours qu'on lui connaît, qui a été pavé de roses par ses relations, grâce à ses relations sentimentales. Tim Walz a toujours été fonctionnaire aussi. Ce sont des gens qui n'ont jamais eu un rôle productif dans l'économie. Ce sont toujours des gens qui ont vécu au crochet de la société. Donc oui, vous avez raison. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas s'identifier à ces gens-là. Quand Donald Trump enfilait son gilet McDonald's ou quand il enfilait son gilet des boueurs, eh ben, il montrait qu'il faisait partie de ces gens qui travaillent vraiment et qui savent mettre les mains dans le cambouis. C'est exactement ça, Philippe Carsanti. Je vous laisse conclure comme vous le souhaitez. Simplement, je vous donne le ressenti de ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Et en tout cas, je vous dis, j'ai commencé mon voyage par Los Angeles parce qu'il y avait cette soirée chez Dennis Prager, qu'on a une sorte de libération, on respire enfin. Et le fait que si Kamala Harris avait gagné, eh bien, le monde libre aurait subi une chape de plomb assez catastrophique. Et qu'après avoir eu le 3e mandat de Barack Obama avec Biden, on aurait eu un 4e mandat de Kamala Harris qui aurait donné le dernier clou sur le cercueil sur ce qu'on peut appeler le monde libre. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous auriez eu raison sur les BRICS, mais en fait, à la fin, comme ce sont toujours les gentils qui gagnent, eh bien non, c'est le monde libre qui va gagner. Merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu jusqu'au bout, Philippe Carsanti. On vous réinvitera plus longuement et puis aussi sur le plateau. Ça nous permettra de faire un échange riche comme celui d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Philippe Carsanti. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.